Opération Lamentin. La France, que la politique de Houari Boumediene inquiète, ne veut pas d'une Algérie puissante. Plus loin, Israël, qui a une vision géostratégique prospective et globale sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ne peut pas ne pas s'intéresser aux conflits qui se déroulent dans cette région du Maghreb. Elle a la possibilité, par certains pays interposés, de souffler sur les braises. Les Français ont des intérêts en Mauritanie. Ils décident d'appuyer l'armée mauritanienne qui n'a pas les moyens de repousser les offensives du Polisario. Le minerai de fer de Zourat, exporté depuis le port de Nouadhibou, est un enjeu économique de taille. Ce n'est un secret pour personne que Giscard d'Estaing, passionnément Algérie française, nourrit une inimitié idéologique à l'égard de notre pays et de son président. La France, en entraînant les forces mauritaniennes et en leur apportant le soutien du renseignement, expose ses ressortissants à des représailles. Les 1er mai et 25 octobre 1977, les Français déclenchent l'opération Lamentin, qui met en œuvre leur Jaguar stationné à Dakar. Ils démontrent leur engagement officiel dans les opérations en bombardant des colonnes du Polisario. Pour l'Algérie, les choses deviennent différentes. Pendant la guerre d'Algérie, les Français avaient la curieuse manie de donner des noms recherchés à leurs opérations de guerre. Pierres précieuses, étincelles, jumelles, etc. Avec Lamentin, je me perds en conjectures. Le brave Poussa, de mammifère marin de la côte atlantique qui n'a rien demandé à personne, parraine les raids de l'aviation française. À 2 reprises, des Jaguars survolent au plus près les positions de notre 2e compagnie de reconnaissance, mais ils sans jamais s'exposer à nos tirs. Leur vol rapide et furtif frôle notre espace aérien, le temps peut-être de photographier notre dispositif. Une fois et une fois seulement. Ils envoient un de leurs super-étendards s'acquitter de cette mission d'espionnage et peut-être d'intimidation. Ils restent prudemment hors de portée de nos missiles SAM. Dès l'apparition sur nos écrans radars de cet objectif qui se dirige sur Borj Beji Mourtar puis Tindouf, je me porte sur le CDC. Je fais décoller 2 de nos MiG-21. Le super-étendard arrive à la transversale de Tindouf, déclenche des moyens de contre-mesure pour rendre nos radars inopérants. Les écrans deviennent blancs. Nous entendons nos 2 pilotes crier dans le micro. « Où est la cible? Indiquez-nous l'objectif. » Quelques minutes plus tard, les écrans s'éclairent de nouveau et nous voyons l'empreinte de l'avion, intrus qui s'éloigne en direction de l'ouest. Nous le suivrons jusqu'à son atterrissage à l'Ayoun. L'expérience de Tindouf. Je passe 7 années consécutives entre Béchar et Tindouf. À la veille de mon départ, la situation n'a plus rien à voir avec celle que j'ai trouvée à mon arrivée. L'amélioration concerne surtout les conditions de vie des militaires. Les relèves s'effectuent périodiquement et des primes de séjour substantielles sont perçues. Désormais, le fait d'être affecté dans la 3e région militaire est une sorte de promotion. Le plateau de Tindouf a constitué un immense champ d'exercice et d'expérience que l'ANP a su capitaliser. Des documentations destinées à enrichir les programmes de nos écoles militaires ont été élaborées. Un séminaire consacré au soutien logistique des forces en opération a été organisé avec la participation de l'ensemble des officiers spécialisés en la matière. Les officiers qui ont planché pendant des années sur la question ont pu faire des interventions remarquées. Nous avons pu accomplir ce travail parce que nous portions en nous le même sentiment d'abnégation que celui que nous habitait pendant la guerre de libération. Nos jeunes camarades, enfants de la campagne ou citadins, jetés sans transition dans un milieu très rude, ont mimé courageusement les attitudes des anciens, la grogne en moins. Les Kerim, Reda et autres slims réputés nourris aux gigos dans quelques quartiers de la Haute-Ville se sont révélés, après un bref usage du barda commun, aussi endurants et courageux que les Ali, Abdelkader ou Mohamed, issus des profondeurs rurales du pays. Les universitaires qui accomplissent leurs obligations nationales sont d'un apport considérable dans l'élévation du niveau technique des cadres. Certains sont envoyés en formation en URSS pour s'entraîner sur des matériels sophistiqués. Les premiers missiles Shilka, portés sur engins blindés, sont servis et commandés par ces jeunes militaires. Il en a été de même lorsque des canons Gvozdika sont venus renforcer notre panoplie d'armes de combat. Les ordinateurs et calculateurs de tir sont également servis par des universitaires. Les officiers issus de la LN n'ont pas de formation théorique, mais ils ont l'expérience du feu et l'endurance physique. C'est grâce à leur engagement sans faille que tous les personnels sont logés et abrités. Ils ont su créer une ambiance de fraternité au sein des unités, sans préjudice aucun pour la discipline. Je n'ai jamais eu à sanctionner l'un d'eux. D'ailleurs,
il n'y a pas de prison militaire à Tindouf. Je me rappelle encore la réaction du capitaine Taïf, chef d'un bataillon de chars T-66 envoyé précipitamment à Tindouf. À chaque fois que je le rencontre, il se plaint du manque de pièces de rechange d'engins. Les T-62 sont de bons chars et d'acquisition nouvelle, mais il manque de pièces détachées. Un jour, excédé, je lui demande « Mais pourquoi donc as-tu accepté de venir à Tindouf ?» Il répond « Mon colonel, le pays est menacé, le canon risque de tonner. C'est pour ça que je suis là. » Sans commentaire. Lors d'un remaniement, je mets sous ses ordres le bataillon des T-55 commandé par le capitaine Bekouche. Son groupement blindé sera disposé en protection de l'ensemble du dispositif. Le capitaine Bekouche est un officier comme on en fait rarement. Formé dans une école du Moyen-Orient et à Betna, il connaît sur le bout des doigts, et c'est bien le cas de le dire, le T-55. Il le démonte et le remonte comme s'il avait lui-même usiné chacune de ses pièces. Il est le plus souvent sous un char, sa combinaison pleine de graisse. Il partira à la retraite avec le grade de général. Commandant de la 5e région militaire. La carrière du soldat ressemble à la condition du prisonnier qui ne peut jamais fermer lui-même sa porte. D'autres le font pour lui. Il ne peut sortir de l'endroit où il est que lorsque le gardien en chef en décide. L'ordre de mutation est la clé qui ouvre la porte, mais sur quel couloir? Dans la grande roue d'une carrière, les hauts et les bas se succèdent. Les corridors sombres ou éclairés aussi, mais jamais pour ma part, je n'ai accepté qu'ils me conduisent à une antichambre. Après 7 ans et demi passés à Tindouf, je suis affecté à la tête de la 5e région militaire. Je ne m'y attends pas. Est-il logique d'éloigner l'homme qui a été ramené de l'école de guerre spécialement pour les opérations et qui connaît le terrain, les personnels et les matériels pour l'affecter dans une région où il ne se passe presque rien? Pourquoi ne pas m'avoir fait permuter plutôt avec mon voisin du Nord? Mais je l'ai dit plus haut, je n'attends devant la porte de personne pour solliciter, même ce qui m'est légitimement dû. Les conseillers militaires de Chedli ne sont pas au MDN, mais dans son salon. Autour d'une tasse de thé, ils font et défendent les dispositifs. Les projections politiques et les carrières, mon action dans l'armée, commencerait-elle à faire de l'ombre? Quelle meilleure façon de redimensionner la taille d'un homme que de lui faire endosser un habit étroit, aux épaules et court des manches? S'agissait-il d'un changement de politique dans la question sahraoui et dont mon départ serait le signal? Même pas. J'hésite d'abord, puis je rejoins mon nouveau poste. À Constantine, je me mets immédiatement à la tâche. Les infrastructures militaires sont celles que nous a laissées l'occupant. Rien n'a véritablement changé. Je sillonne mon territoire pour inspecter les troupes et les différentes installations. Il n'y a presque pas d'unités de combat. Elles sont à l'ouest, beaucoup de bataillons du service national chargés du reboisement et de la construction sont implantés entre Annaba, Tébessan, Gaous et Ras Layoun à Betna. Je donne la priorité aux bâtis. J'établis un plan de travail. Le commandant Turki, ingénieur de génie civil, m'est d'un immense soutien. La plupart des réalisations militaires de la 5e région portent son empreinte. Les établissements régionaux sont excentrés. Le génie à Al-Herya, le service national à Al-Khroub, l'intendance à Shelrom El-Aïd, le matériel à Ain Melila. Tous les personnels, qu'ils soient militaires ou civils, disposent de logements astreints. J'entreprends les travaux de 2 cantonnements du type brigade. Des usines voient le jour, d'armement à Khenchla, de munitions à Seriana, de pâcherie à Boucherouf et d'autres encore, à Ain Baïda, Shelrom El-Aïd, Tahmemt, etc. Chaque usine dispose de 100 logements pour les personnels. Ces réalisations en un temps si court prouvent l'engagement, le dévouement et la disponibilité de l'ensemble des personnels militaires et civils de la région. Le bornage des frontières est un succès à mettre à l'actif de l'ANP. Nommé général en novembre 1984, je suis rappelé à Alger le 1er janvier 1985 pour prendre les fonctions de sous-chef d'état-major chargé du département de la logistique au MDN. Benjdid, malgré ses courtes vues et son manque d'imagination sur les autres plans, donne à l'armée la priorité de son action. Après une manœuvre de la 8e brigade blindée à Sidi Bel Abbès, sur le point de regagner Alger après avoir salué les officiers qui lui rendent les honneurs, il nous prend à part, le général Benil Laissez-moi, et nous confie qu'il veut donner au plus vite un commandement centralisé à l'armée et qu'il compte sur nous deux pour lui présenter des propositions allant dans son sens. La seconde fois où il évoque ce sujet, c'est dans son bureau à la présidence de la République. Je suis encore à Tindouf. Pour moi, nous ne sommes pas encore prêts pour faire ce saut qualitatif. Il faut d'abord en préparer les moyens. Un état-major travaille 24 heures sur 24. La compétence des officiers qui le composent et la cohésion de leur groupe
sont essentielles pour son efficacité. Il est hors de question de recréer ce qui a été fait en 1963. J'estime que les solutions occasionnelles répondant à des calculs politiques doivent être désormais écartées, telles que les nominations d'un inspecteur général de l'armée analphabète ou d'un chef d'état-major sans aucune connaissance théorique. Nous sommes quelques-uns à avoir rêvé depuis longtemps d'un vrai état-major. Nous y pensions depuis le début de la décennie 1970, au moment où les officiers affectés à Tindouf se plaignaient d'être dépourvus de tout. En fait, les moyens existaient, mais Houari Boumediene ne voulait pas d'un organe central d'évaluation, de projection, de coordination et d'exécution. Le simple fait d'en évoquer l'idée déclenchait sa fureur. Juste après m'avoir installé dans ma fonction de chef de la 5e région militaire, Chedli m'en parle encore. Cette fois-ci, il me laisse entendre qu'il compte sur moi pour le commandement de l'armée. Comme Chedli expose toujours ses idées d'une façon allusive, avec des phrases non abouties, comme si son esprit était accaparé en même temps par autre chose, je ne réponds pas. Mais j'y réfléchis. Les conséquences d'une construction hâtive et mal préparée m'ont paru dans toutes leurs dimensions. Pour moi, il faut procéder par amélioration successive de ce qui existe déjà, c'est-à-dire doter en personnel qualifié les principaux bureaux de l'état-major du général Abdallah Belhouchet, état-major qui avait le mérite d'exister. Le commandement était centralisé et donnait toutes les prérogatives opérationnelles au chef d'état-major. Belhouchet était entouré de cadres compétents et certains bureaux étaient déjà en place, à l'instar de ceux des opérations et de reconnaissance tenus par les généraux Mohamed Al-Ammari et Abdelhamid Jouadi. Bref, les conditions étaient meilleures qu'auparavant. Pourquoi ne pas améliorer d'abord ce qui existe avant de voir plus loin, et ce serait une avant-première, une mise en condition, puis le fœtus, couvé et géré dans le milieu fécond des contraintes et des besoins, deviendra naturellement grand. Pour faire suite au souhait du président exprimé à Sidi Bel Abbès, une séance de travail se tient à mon initiative dans les bureaux du colonel Zarhouni, chef des services de renseignement. Les directeurs de la marine et de l'aviation sont également présents. Je leur propose de créer cette structure de commandement et d'en devenir nous-mêmes les chefs des principaux bureaux qui la composeraient. Je voulais lui donner ainsi plus d'efficacité. J'avais le souci de la performance. Tu serais prêt à lâcher ton commandement de chef des forces terrestres pour occuper un bureau opérationnel ? Me demande quelqu'un. Et pourquoi pas, répondis-je. Je découvre qu'en réalité, personne ne veut quitter son commandement. Chacun a encore des choses à mener à bien. La restructuration d'un ensemble militaire dont l'organisation est devenue inadaptée à son environnement a pour finalité d'obtenir, en l'articulant différemment, la meilleure adéquation possible entre les moyens et les ambitions. La restructuration. Nommé en 1987 au commandement des forces terrestres, je bénéficie déjà d'une expérience théorique et pratique, acquise dans les écoles et par une longue présence sur le terrain qui m'autorise à m'adresser au chef d'état-major Abdallah Belhouchet et au président de la République et à me faire écouter d'eux. Mes conclusions qui retiennent l'attention sont que l'ANP ne peut plus se satisfaire de l'ancienne projection territoriale des unités et d'un commandement décentralisé au niveau régional. Cette atomisation, ce bris, cette désarticulation de la verticalité du commandement a été jadis voulue pour des raisons d'hégémonie politique. Houari Boumediene était guidé par le souci de pouvoir à tout instant, s'adresser directement à n'importe quel chef de région sans passer par les échelons normalement compétents pour recevoir et répercuter ses ordres. Cette façon de faire, si elle pouvait se justifier à un moment où il n'existait ni ministre de la Défense en titre ni chef d'état-major, ne peut plus être valable dès lors que l'ANP prétend calquer son organisation sur le modèle des armées classiques. Belhouchet, longtemps militaire dans l'armée française, sait ce qu'est une armée moderne. Ses articulations, la formation de ses personnels, la nature et la maîtrise de ses moyens. C'est donc en connaissance de cause qu'il nous laisse prendre toutes les initiatives utiles. La restructuration portera essentiellement sur la centralisation des commandements au niveau du chef d'état-major et sur la création de grands ensembles capables de mener des actions opérationnelles combinées, grâce à des capacités de manœuvre accrues, des chaînes de commandement huilées et des systèmes de communication appropriés. Mon projet se heurte d'emblée à l'obstruction et aux critiques. Encore une fois, je découvre l'impensé catégoriel qui a fait tant de mal à l'armée. La vieille musique des professionnels de la rumeur se fait entendre. Les membres de l'orchestre partagent une même guérite, celle de l'artilleur. S'agissant de moi, les tirs ne sont jamais droits. Ils sont courbes et je passe outre. En face de mon projet, il y a celui de Liemin Zarwal.
Lorsque le tir de barrage devient plus volubile, je propose ma démission au président de la République. Chedli est mis au pied du mur par ma décision de jeter le tablier au cas où ma proposition était rejetée. Ce n'est pas de ma part une question d'amour-propre, mais le refus d'entériner un processus qui conduirait à mettre en place une restructuration inadaptée des forces. Les théoriciens du second projet avaient fait la preuve de leurs compétences lors des Kriegspiele du plateau de Tindouf, au début de la décennie 1980. Chedli, s'en souvenant peut-être et poussé au rein par Abdallah Belhouchet, finira par opter pour mon projet car plus réaliste. Chedli Benjdid, c'est une constante chez lui, ne tranche pas. Il renvoie la balle avec une formule passe-partout. Il écoute, reste pensif, un moment, puis il dit « Ad-Darso, étudiez le dossier ». Ce Ad-Darso, vague, imprécis, formulé en italique minuscule et tremblotante, n'est jamais conclu par un point d'exclamation, mais par une infinité de points de suspension. Mais qui doit étudier quoi? Ou comment, dans combien de temps, l'esprit méthodique et précis répugne à ce noyage de poissons où tout sombre et disparaît? Que de fois j'ai envie de lui crier dans le creux de l'oreille « Décidez, Monsieur le Président ». L'indécision est la mère féconde des compromis, de la perte de temps et de l'exaspération des conflits. Elle mène au réveil douloureux. Cette restructuration s'est bien évidemment concrétisée avec les précautions que requiert l'importance du problème. Il fallait ménager le plus possible des compagnons d'armes moins pourvus sur le plan des connaissances techniques qui seront amenés par la force des choses soit à partir, soit à se désister de leurs prérogatives. L'imbrication du politique et du militaire est telle que la chose n'est pas toujours aisée. 6 mois de contact et d'explications sont nécessaires pour convaincre la majorité des personnes concernées. Les plus réticents sont ceux qui voient dans cette évolution la fin de leur influence et de leurs privilèges. Convaincu que ce travail doit être mené jusqu'à son terme, je n'ai pas d'autre choix que de continuer. Le seul risque est d'être amené à rendre mon tablier en cas d'obstacle venant de plus haut. Ma conviction me permet de réussir mon pari, mais non sans peine. J'y gagnerai des inimitiés qui continueront longtemps à refaire surface. L'unité de commandement a eu pour effet immédiat et positif une unification des différents états-majors, une homogénéisation des méthodes d'approche des problèmes selon des schémas modernes et efficaces. Elle a facilité la création des grands ensembles et a contribué à briser définitivement les fiefs régionaux qui se sont constitués pendant 2 décennies. Ne parlait-on pas du bey de Constantine ou de proconsul d'Oran? Cette unité du commandement permettra à l'ANP, grâce à la revivification des valeurs qui avaient galvanisé l'ALN, de garder à l'esprit qu'elle n'est pas seulement la sentinelle vigilante de l'intégrité territoriale, mais également la garante de la pérennité de l'État républicain attaché à la modernité. Il est important de garder à l'esprit que cette restructuration de l'armée ne signifie nullement une professionnalisation au sens où on l'entend aujourd'hui. La ressource humaine de l'ANP reste plus que jamais populaire. Le projet de base de Houari Boumediene demeure valable. Avoir une armée dont le noyau essentiel est constitué par les paysans, les ouvriers et les étudiants, noyau amélioré dès 1971 par des contingents plus affinés provenant de différentes écoles et universités du pays. Cet ancrage populaire sans cesse renforcé au gré de l'appel des classes de conscrits a indéniablement donné plus d'ancrage populaire et de solidité à l'ANP.